Ah, pff, Pardon. non, c'est... Pardon, désolée. Voilà, voilà. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire que ce texte n'est pas pour vous, qu'il dégage trop une ambiance de fou furieux, genre grosse fête de déglingo, et vous n'avez peut-être pas complètement tort. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une petite vidéo que j'espère dense et constructive pour vous préparer à l'explication linéaire de ce passage dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, ce fameux passage de la scène 6, première partie, où Louis se retrouve face à Catherine, la femme d'Antoine, le frère de Louis. Vous suivez toujours? C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Voilà. Et donc, force est de constater que Louis et Catherine, surtout après le moment de gêne où Antoine, un peu avant dans l'histoire, devant tout le monde, a bien fait comprendre à son frère, qui vient juste de revenir après plusieurs années d'absence, il faut quand même bien le souligner, hein. Il a bien fait comprendre à son frère, donc, qu'il n'en avait certainement rien à faire, ce Louis, de savoir ce que faisaient les enfants du couple Catherine et Antoine. Ouais, c'est pas faux. Louis et Antoine, donc, se retrouvent l'un en face de l'autre, et il faut bien l'avouer, dans cette scène, ils n'ont pas des tonnes de choses à se dire. Ou je me trompe. Peut-être, je me trompe. Peut-être. Bref, après une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, oui, bon, d'accord, mais je fais quoi moi comme introduction avec un texte pareil? Pas de panique, sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, un passage issu du texte, une contextualisation narrative, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il eu lieu, historique, à quel moment ce texte a-t-il été publié ou joué, littéraire, est-ce qu'il fait partie d'un mouvement littéraire. Et enfin, le découpage. J'entends par découpage les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une vidéo commune. Est-ce que c'est compris? Oui. Alors c'est parti donc pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici pour le début de la scène 6, première partie de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre de cette introduction. Vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. La situation, vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous connaissez son travail? C'est par cette question que Catherine fait sans doute comprendre à Louis qu'il ne connaît pas son frère, du moins pas autant qu'il ne voudrait bien le croire ou le faire croire. Pièce de théâtre publiée en 1990 par le dramaturge Jean-Luc Lagarce, mort 5 ans plus tard, Juste la fin du monde évoque entre autres des thèmes forts comme la solitude, l'incommunicabilité, la difficulté de retranscrire par les mots ce que nous avons sur le cœur. Situé au début de la scène 6, première partie, l'extrait étudié montre Catherine et Louis tentant de se comprendre, parasités par la gêne et les non-dits. Pour une meilleure lisibilité, nous pourrons découper le texte en deux parties, la première allant du début de la scène à vous vous trompez, et la deuxième allant, on va dire, de cet endroit jusqu'à la fin du passage. Voilà. Par contre, qu'on soit bien d'accord, il ne faut jamais, 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 il ne faut jamais mettre de problématique dans les introductions d'explications linéaires, d'accord? Il ne faut pas en poser car ça, c'est ce qu'on vous demandera de faire dans les intros des dissertations ou commentaires composés. Là où il y a un plan, un cadre, pas une analyse comme ici, qui se fait justement au fur et à mesure, aux lignes par ligne, de façon linéaire. Tous celles et ceux qui vous disent autre chose. De la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Ceci étant dit, maintenant, il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Hein? Eh bien, on applique la méthode tout simplement. La méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression que je vais amplifier, ancrer par un procédé, une figure de style, un champ lexical, un registre, que je vais expliciter par un exemple, un passage tiré du texte, sur lequel je vais pousser une argumentation, sur lequel je vais développer tout ce que j'ai au préalablement construit. C'est clair? Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, procédé, exemple et argumentation. C'est parti.
Dès les premières lignes, l'impression qui semble se dégager du texte est la gêne et la confusion. Je peux le voir notamment par des procédés comme l'énumération de négation et l'énumération d'interrogation. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Eh bien, par exemple, je trouve, dès ces premières lignes, vous ne dites rien, on ne vous entend pas, je ne sais pas. Un peu plus loin, il a dit ça, je n'ai pas compris. Un peu plus loin encore, je ne m'intéresse pas. Un peu plus loin encore, je n'y songeais pas, je n'y songeais plus. Je crois qu'il y a beaucoup d'énumérations concernant les négations, mais il y a également beaucoup d'énumérations concernant les interrogations. On le retrouve notamment, par exemple, par « Que voulez-vous que je vous dise ?» Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Pourquoi dites-vous ça? Ces négations sont d'autant plus visibles qu'elles ferment immédiatement la conversation, la rendant coupée, hachée, peu fluide, insistant sur ce qui ne se dit pas, sur ce qui ne se fait pas. Quant aux questions, eh bien, elles renvoient au doute et à l'impuissance des personnages. Autant de procédés, selon moi, qui montrent des thèmes chers à Lagarce, comme la difficulté de communiquer, de dire ses émotions, sur l'impossibilité du langage à dire clairement ce que nous avons vraiment sur le cœur. Enfin, si on regarde le dernier passage de ce premier axe, nous voyons également une gradation. Quand elle dit « Catherine, il parle de vous comme il doit, et il n'en parle de toute façon pas souvent, presque jamais, je ne crois pas qu'il parle de vous et jamais en ces termes, rien entendu de tel ». On voit bien ici cette gradation, il parle de vous comme il doit, puis pas souvent, puis presque jamais, je ne crois pas qu'il parle de vous. Au final, on voit bien que cette gradation, loin de préciser le discours, au contraire l'enfume, l'obscurcit. À dire tout et son contraire dans la même phrase, on ne sait plus trop, nous, lecteurs, spectateurs, et peut-être même Catherine avec, ce qu'il en est réellement. Parle-t-il de lui, finalement, ou pas? C'est Antoine, ou bien n'en parle-t-il jamais? En parle-t-il un peu, de temps en temps, tout le temps? Vous voyez bien, ce passage, il a l'air tout bête, presque anecdotique, mais finalement, il révèle beaucoup de nous-mêmes, je trouve. Qui, par exemple, ne s'est jamais trouvé à court de mots, trompé par son angoisse et ses émotions? Just be you. Be proud of you because you can do. Qui n'a jamais eu ces ressentis coincés au fond de la gorge, incapables d'aller au-delà de leur peur ou de l'angoisse du regard de l'autre? Alors on le voit, ce passage est donc peut-être beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et il est finalement assez facile de s'identifier à Louis ou à Catherine. Deux personnages, deux allégories, représentant la limite des mots et du langage dès lors que nous avons peur et pas tout à fait régler nos désordres intérieurs. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Alors, dans le deuxième axe, maintenant, la deuxième partie de cet extrait, l'impression qui peut directement venir à l'esprit, ce serait la confirmation de cette gêne déjà évoquée plus haut. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Eh bien, je constate que le propos de Catherine est constellé d'épanorthose. Qu'est-ce que c'est que l'épanorthose, cette fameuse figure de style si caractéristique du style de Jean-Luc Lagarce? Venant du grec épanorthosis, signifiant redressement, ce procédé consiste à corriger, reprendre une affirmation que l'on vient d'émettre, la plupart du temps pour la rendre plus frappante, mais aussi parfois pour l'atténuer. Or, que fait Catherine? Elle reprend sans arrêt ses premiers propos. Dans tout ce qui suit, on va avoir au moins 4 épanorthoses. La première épanorthose porte sur ce qu'elle croit. Il croit cela, je crois. Il croit quoi? Il croit que vous n'allez rien savoir de lui, c'est ça. Mais c'est ça quoi? Que vous n'allez rien savoir de sa vie, que sa vie quoi? Ce n'est rien pour vous, moi, les enfants, etc., etc. Donc il y a une reprise sur ses croyances. La deuxième épanorthose vient sur son métier. On ne dit pas vraiment un métier. Un métier, c'est ce qu'on a appris, ce à quoi on s'est vraiment préparé. Je ne me trompe pas? La troisième épanorthose porte sur sa situation. Elle n'est pas mauvaise, elle pourrait être plus mauvaise, elle n'est pas mauvaise du tout. Et enfin, la quatrième et dernière épanorthose porte sur le reproche. Ce n'est pas un reproche, ça m'ennuierait, ce n'est pas bien, vous avez tort, ce n'est pas un reproche, blablabla. Pourquoi de tels effets? N'oubliez pas que l'argumentation, c'est ce qu'on vous a appris dès la fin de vos années collège. Et ça n'a pas uniquement pour but de vous embêter, de vous obliger à noircir des feuilles. Elle est là aussi pour vous permettre de penser par vous-même, hors des sentiers bien balisés du cours. Or ici, pourquoi vous priveriez-vous de penser par vous-même en proposant à votre examinateur des réflexions? Pourquoi l'épanorthose?
Pourquoi obscurcir et compliquer un discours déjà bien plus clair? Proposition, c'est parti. À mon avis, l'épanorthose peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Elle traduit le malaise de Catherine face à ce fils revenu après tant d'années qu'elle ne connaît pas. Elle peut aussi montrer, aussi plus largement, comme nous l'avons déjà dit, l'incommunicabilité, cette difficulté de retranscrire par les mots ce que l'on ressent. Car que ressent exactement le personnage ici? De la gêne? Oui, possible. De la douceur? Possible aussi, car dès qu'elle dit un mot un peu agressif, elle le corrige aussitôt pour arrondir les angles et ne pas fâcher son interlocuteur. À cet égard, impossible de ne pas voir dans ce personnage l'allégorie de la douceur, de la rondeur, de l'empathie qui manque à cette famille, tiraillée par ses silences et, comme on l'a dit plus haut, par ses non-dits. Mais est-ce que ce personnage peut aussi allégoriser une forme de colère? Pourquoi pas? Après tout, en lui posant 2 fois la question « Connaissez-vous son travail ?», question laissée sans réponse, d'où peut-être son insistance, Catherine met Louis devant son ignorance et prouve bien, d'une certaine façon, qu'il ne connaît absolument pas son frère. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Wow. Par ces différentes émotions, libre au lecteur, spectateur donc, de voir un registre comique, prêt à se moquer des hésitations de Catherine, un registre pathétique, soulignant la souffrance de cette dernière dans son impossibilité à communiquer, voire, et c'est peut-être même encore plus beau, un registre lyrique, montrant que ce personnage, et ces personnages en général, par-delà leur manque et insuffisance, peuvent tout à fait inspirer de vraies émotions, fortes et universelles. À partir de là, la dernière chose qu'il nous reste, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici l'incommunicabilité, la gêne, difficulté de retranscrire par les mots ses émotions, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grands textes, des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien les deux. C'est pas possible. C'est surréaliste pour moi. Oui, attendez, pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Et comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et lien avec une autre œuvre, en l'occurrence, ici, l'adaptation filmique de la pièce réalisée par le réalisateur québécois Xavier Dolan en 2016. C'est parti. Pour conclure, nous pouvons donc dire que cet extrait, le tout début de la scène 6, première partie, brasse entre les deux personnages Louis et Catherine des thèmes chers à Jean-Luc Lagarce comme l'incommunicabilité, la solitude et la difficulté de dire réellement ce que l'on ressent, ce que l'on pense par-delà les mots. Ces thématiques ne sont pas sans rappeler celles du film du même nom de Xavier Dolan et sorti en 2016. Dans l'extrait de ce même passage, le même recours à l'épanorthose est utilisé, montrant ainsi, après la littérature et ensuite le cinéma, que ces personnages ont acquis une véritable portée universelle, une portée d'autant plus symbolique qu'elle ne se résume pas simplement à montrer 2 êtres un peu perdus et mal dans leur peau, non, mais bien 2 individus dépassés par leurs ressentis, submergés par leurs non-dits et écrasés par le poids familial. D'où la question en creux que l'on pourrait se poser pour faire honneur à ce passage et à toute la pièce en général. Dans toutes les crises que traversent naturellement tous les différents types de familles, sommes-nous les mieux placés pour dire à nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, sommes-nous les mieux placés pour dire, malgré nos ratés, qu'on les aime et que l'on tient à eux? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Alors, si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.